Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Évidemment, toute l'équipe m'accompagne ce soir parce que c'est un lieu exceptionnel. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir dans la salle du conseil municipal que Monsieur le maire a mis à notre disposition. En mon nom et nom de toute l'équipe, je voulais le remercier très chaleureusement et je voulais aussi remercier le personnel de la mairie qui nous a facilité, qui a mis en place tout ce dispositif pour nous être agréable. Et je voulais remercier aussi M. François Monchy, directeur de cabinet. Et pour cette conférence dans ce lieu exceptionnel, nous accueillons M. Philippe Aragoas, que je vais vous présenter maintenant de suite. Professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université Bordeaux III Montaigne, docteur ès lettres. Il est ancien membre de l'école des hautes études hispaniques de Casa de Velázquez. Et avant d'enseigner l'histoire de l'art médiéval, il a été conservateur du patrimoine. Il a publié plusieurs articles scientifiques et ouvrages, dont l'abbaye de la Sauve-Majeure, paru aux éditions du patrimoine. Et il a soutenu sa thèse à l'université Paris IV Sorbonne, thèse qui porte sur la brique dans l'Espagne médiévale. Pour ce soir, nous irons en Espagne avec un point d'interrogation parce qu'il a intitulé sa conférence « Y a-t-il un art catalan ?» Merci Monsieur Aragoas d'être ici ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu exceptionnel. Merci. Oui, ça marche. Bon. Merci Madame la Présidente de m'accueillir ici et de me donner l'occasion de parler à Bordeaux, dans cette salle prestigieuse, d'un sujet qui me tient à cœur, puisqu'il s'agit d'art catalan. Et à vrai dire, c'est pas vraiment ma spécialité, il y a très peu de briques en Catalogne, bien que les éléments qu'il y ait soient intéressants, mais j'ai commencé ma carrière en travaillant sur des châteaux en Catalogne, et j'ai une affection particulière pour ce pays. Et lorsque vous m'avez si aimablement proposé de donner une conférence pour l'association des Amis du Musée des Beaux-Arts, je vous ai proposé ce sujet. C'était l'année dernière, au moment où la Catalogne était agitée de mouvements assez vigoureux. Et j'étais moi-même en octobre dernier en Catalogne, et évidemment, toute cette situation est préoccupante. Et j'aime beaucoup réfléchir à ces problèmes d'histoire contemporaine à partir des données que l'histoire ancienne ou l'histoire médiévale m'a permis d'acquérir. Alors, j'ai donc sauté sur l'occasion. Vous avez eu la gentillesse d'accepter ma proposition. Y a-t-il un art catalan? Peut-être vous êtes-vous inquiété en pensant que vous alliez avoir un adepte de Puigdemont qui venait faire la propagande à Bordeaux. Mais bon, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, ce que j'ai mis en fond d'écran, c'est la señera, c'est le tableau, le panneau et le drapeau de la Catalogne historique, et pas le drapeau de la Catalogne nationaliste, qui est un petit triangle bleu, une étoile. Donc, nous sommes entre gens respectueux de l'État espagnol tel qu'il est actuellement, et nous laissons donc aux Catalans le choix de décider s'il y a lieu de sortir de cet État espagnol. Mais il est intéressant quand même, ceci dit, de prendre en considération des revendications catalanes, à savoir qui sont celles de constituer une nation comme au Moyen-Âge, dans les universités, il y avait des collèges pour la nation anglaise, pour la nation bourguignonne, pour la nation catalane, pour la nation toute italienne, il y avait, ou toscane plutôt, il y avait ces nations se distinguent évidemment des États. Et c'est par là qu'il nous faut commencer pour bien positionner la question. Lorsqu'il est question d'un art catalan, il est évidemment question d'un art de la nation catalane
tel qu'on peut l'entendre depuis le Moyen-Âge et non pas d'un État catalan. Y a-t-il des arts nationaux d'abord? C'est la question que l'on peut se poser. Donc j'ai mis en exergue cette conférence une très jolie phrase qui est une phrase d'Ernest Renan qui donc date de ces années de la fin, le dernier quart du XIXe siècle, au moment où la question des nationalités se posait de manière aiguë. Il nous dit: une nation est une âme, un principe spirituel, la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, le consentement actuel, le désir de vivre ensemble. Ça, c'est une magnifique définition qui écarte évidemment toutes les possibilités de friction dramatique que l'on connaît. Alors, ce concept de nation, ça veut dire, on va simplement retenir les dernières formules, le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, quoi de plus beau? On en aurait besoin aussi comme définition de nos jours dans la France de janvier 2019. Donc, ce désir de vivre ensemble, ce consentement mutuel, il constitue donc l'essence même de la nation. Alors, à partir de là, on a parlé d'arts nationaux. Mais quand a-t-on parlé d'arts nationaux? Les nations, le concept de nation existe depuis le Moyen-Âge. Je pense en particulier à ces grands collèges des universités françaises, la salle des thèses de l'université d'Orléans, où on a les blasons de chaque nation des collèges. Mais le concept d'un art national est beaucoup plus récent. En fait, le concept d'art national, il naît au XIXe siècle. Il va donc, on le voit poindre à une date qui est une date capitale dans l'histoire de l'Europe qu'il faut souligner, c'est les années 1848-1850, où toute l'Europe se reconstitue. C'est à ce moment-là que germe cette revendication des nations à posséder, à développer des arts spécifiques. Donc, on peut penser au fameux dictionnaire des peintres illustres de Vasari, mais c'est très différent. Vasari ne s'inscrit pas dans cette idéologie, alors qu'à partir de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a vraiment chez les gens qui réfléchissent à la production artistique, à la peinture, à la sculpture en général et à l'architecture, il y a vraiment une nouvelle manière de penser les choses, de les formuler en fonction de ces nations qui commencent à se confondre avec les États. Donc c'est cette ambiguïté qu'il faut lever, et c'est cette ambiguïté que peut permettre de lever un examen objectif et quitte de passion de la production artistique de la Catalogne historique, c'est-à-dire en gros du Moyen-Âge à nos jours. Alors, un personnage important de l'éclosion de ces théories des nationalismes artistiques, c'est Ruskin, que l'on va retrouver tout à fait à la fin avec les personnages que j'évoquerai, mais c'est dans cet esprit-là qu'il faut se situer, hein, cette idée de ce nationalisme artistique tel qu'il est développé autour de Ruskin. Vous voyez qu'il n'est pas un homme de conflit, qui est un homme contemplatif, et quelqu'un qui forge un regard tout à fait passionnant sur l'histoire de l'art, et en particulier de l'art médiéval. Alors on se demande, est-ce qu'il y a des arts nationaux? Est-ce qu'il y a une Catalogne, hein? Quelle Catalogne? Parce que là aussi, lorsqu'on parle de la Catalogne, on est confronté à un objet géographique et historique dont les contours sont fluctuants, comme tous les contours de nos nations et toutes ces unités administratives, politiques, historiques. Alors ici, pour désigner ce... Ah, apparemment ça... Ah si.
C'est très faible. Bon, pour prendre en compte ces données, j'ai choisi de vous présenter 3 cartes, enfin 2 cartes. Une que vous voyez en haut à gauche, qui est celle de la Catalogne extensive, la Catalogne linguistique, les pays de la péninsule ibérique et un petit peu du sud de la France où on parle le catalan. Ça va de Valence à Perpignan, si vous voulez, avec une petite frange que vous voyez en vert sur la carte en haut à gauche, qui pose encore problème entre l'Aragon et la Catalogne, qui sont des terres qui relèvent de l'autonomie d'Aragon et qui sont de langue catalane. Donc, correspondent à la Ribagorce, un petit peu à cette franja qui borde la frontière occidentale de la Catalogne. Donc, il y a ces pays de langue catalane, ce n'est pas de cela qu'on parlera. La Catalogne dont je parlerai, c'est la Catalogne telle que vous voyez ici, telle qu'elle se définit de manière claire et pratiquement institutionnelle dans les limites de ces définitions géographiques et ces compartimentations géographiques depuis le début du XIXe siècle, depuis les années 1820. Donc la Catalogne est une part de la Catalogne linguistique. Mais ceci est d'autant plus justifié que il y a plusieurs Catalans du point de vue linguistique. Et lorsque vous voulez faire des recherches sur un texte catalan, vous avez recours à un ouvrage qui est le dictionnaire du catalan valencien et baléare. C'est-à-dire, il y a le dictionnaire de la Catalogne propre et du valencien et de la langue des Baléares qui présente certaines différences. Du reste, dans le catalan, même dans les Baléares, là aussi, il y a des petites scissions. C'est un peu comme en France, dans chaque petite comarque, chaque petit canton, on parle un catalan différent. Donc, c'est de cette Catalogne-là que je parlerai. Et cette Catalogne-là, c'est celle qui se définit au début du XIIe siècle. Au moment où la Catalogne, justement, paradoxalement, va se rattacher à l'Aragon, au début du XIIe siècle, en 1112, à un moment où la Catalogne, par mariage, va devenir une partie du royaume d'Aragon, ou au moins va être associée au royaume d'Aragon. Mais cette association de la Catalogne à l'Aragon, pendant le Moyen-Âge, et ceci jusqu'au XVIIIe siècle, est une association qui réserve, qui maintient des prérogatives purement catalanes. Et cette Catalogne incluse dans le royaume d'Aragon, on l'appelle le Principat, la principauté. Elle est généralement, comme le fut la Guyenne à Édouard III, elle est confiée au fils aîné du roi d'Aragon, qui, je ne dis pas du roi d'Espagne, roi d'Aragon, qui est prince de la principauté de Catalogne et lieutenant du roi en son royaume. Donc ça, c'est une réalité qui existe jusqu'à l'arrivée des Habsbourg au début du XVIe siècle, au moment où cette principauté va être transformée en vice-royauté. Il y aura à ce moment-là des vice-rois de Catalogne, virrey, comme il y a des vice-rois en Espagne, etc. Donc, ce principat va durer jusqu'à l'arrivée des Habsbourg, c'est-à-dire au début du XVIe siècle, avec Charles Quint, et se prolonger jusqu'à l'arrivée des Bourbons. Les grands, ceux qui ont rasé la Catalogne et qui ont étouffé la personnalité politique de la Catalogne, évidemment, ce sont ces Bourbons centralisateurs, jacobins avant l'heure, c'est un comble, mais enfin, qui ont fait en sorte que les privilèges de la Catalogne tombent par des lois qui sont promulguées par Philippe V au début du XVIIIe siècle et qui vont donc réduire les droits des Catalans, en particulier les droits politiques, la possibilité de voter leurs impôts, etc. Avec les Habsbourg, ça s'était pas toujours très bien passé. Il y avait eu de grandes révoltes, comme cette révolte des Segadores dont on parle et dont le chant est l'hymne national catalan, mais c'était des espèces de jacqueries qui n'avaient rien à voir avec, qui étaient surtout d'origine des contestations fiscales, alors que les Bourbons, eux, ils vont gommer complètement dans cette grande manière, cette manière très bourbonienne et très
française, peut-on dire, d'unifier le royaume. Ils ne vont pas tolérer donc cette autonomie que l'histoire avait accordée à la Catalogne. Et ceci va se prolonger pendant toute la durée de l'État monarchique espagnol, jusqu'au moment où la monarchie bourbonienne va être amenée à capituler en 29, un peu avant la guerre civile. Ça commence il y a un épisode dans les années 20, qui est l'épisode Primo de Rivera, qui va mater un petit peu la Catalogne et aller jusqu'à combattre la langue catalane, qui se maintenait cependant. Et puis après, avec cette terrible guerre civile de 36 avec la République, puis la guerre à partir de 36 jusqu'à 39, la Catalogne va, dans un premier temps, se séparer de l'Espagne. Il va y avoir une république catalane, la première république catalane, qui va donc se prolonger théoriquement jusqu'en 39, mais en fait, dès les années 37-38, elle est en bien mauvais état. Et donc, en 39, la Catalogne est définitivement annexée à l'État espagnol du généralissime Franco, et donc elle est réduite du point de vue politique de manière assez considérable. Alors voilà, en quelques mots, comment peut-on avoir un tableau historique de la Catalogne? Et cette Catalogne, la manière de voir l'art catalan sous le franquisme, évidemment, on ne pouvait pas, de manière politiquement correcte, étudier un art catalan dans les limites du Principat. À la rigueur, on pouvait imaginer un art catalan qui corresponde aux limites de la langue catalane. Et c'est le premier travail d'un grand historien de l'art qui s'appelle Alexandre Cirici Pellicer, qui a publié 3 très jolis livres. Alors, on est dans ces années 50, c'est une histoire de l'art que l'on peut aimer, mais assez structuraliste, enfin de très loin, en fait, qui manie des concepts très larges, c'est très diffus, mais c'est très agréable à lire, très intelligent. Donc il a publié 3 ouvrages, un sur l'architecture, un sur la sculpture, un sur la peinture, en castillan, évidemment, et qui traitait de manière très large l'art catalan, de manière à ne pas risquer, évidemment, d'avoir des problèmes avec l'idéologie du franquisme. Alors, ce n'est pas de cette grande Catalogne dont que nous allons parler, mais de la Catalogne réduite, en quelque sorte, du catalanisme contemporain. Alors, cette notion de catalanisme, elle se rattache à la Catalogne du Principat ou de la communauté autonome. Cette Catalogne politique qui se définit avant même la République catalane dans cette Mancomunitat de Catalogne et qui recouvre le territoire de la Catalogne actuelle. Alors, c'est cette Catalogne réduite du catalanisme contemporain que l'on va adopter comme circonscription d'études pour les siècles de production artistique. Alors, j'ai mis ici quelques références parce que je garde mes PowerPoint et je les mets en ligne si je peux, qui permettent de retrouver les textes les plus faciles, les plus simples pour se faire une idée de ces notions relativement complexes, qui montrent comment, en fait, ce catalanisme qui naît au XIXe siècle, autour d'un personnage, Víctor Balaguer, que l'on va retrouver parce qu'il a un petit musée d'une grande qualité que je vais vous présenter. Donc, ce Víctor Balaguer, c'est lui qui dit il y a la nation qui est l'Espagne et la patrie qui est la Catalogne. Donc, dans cette idée, il accepte l'idée d'une nation et donc un État espagnol, mais une patrie qui est une manière de vivre intérieurement les choses. Et c'est la Catalogne
la Catalogne du catalanisme, du centre excursionniste de Catalogne, qui sont ces associations, ces sociétés savantes qui, comme les nôtres, vont constituer, vont écrire l'histoire moderne de la Catalogne, sans pour autant verser dans un catalanisme revendicatif du point de vue politique. Alors ces grands noms, c'est ceux de Jaume Balmes, qui est un prêtre, qui est quelqu'un qui va surtout un grand poète et qui va donc développer la langue catalane, autour de la langue catalane toute une propagande, Milai Fontanals, Pi i Margall, qui sont des grands noms de personnages intellectuels de la fin du XIXe siècle qui vont faire progresser ce catalanisme doux, si vous voulez, par rapport au nationalisme qui lui arrive au moment de l'instauration de la République espagnole, qui va être allée de pair avec la création de la République catalane, première République catalane, donc dans les années 30 du siècle dernier, et avec d'autres noms qui sont des noms de catalanistes nationalistes, Prat de la Riba et Francesc Macià, et je suis allé jusqu'à Carles Puigdemont, puisque effectivement c'est dans cette tradition qui s'inscrit. Donc vous voyez, il faut bien faire la part des choses et bien comprendre que cette revendication étatique du catalanisme, qui est incompréhensible sans la revendication républicaine. C'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles et non seulement à comprendre, mais surtout à résoudre pour l'État espagnol qui se trouve là confronté à la quadrature du cercle. Donc, pour réfléchir à tout ça, quoi de mieux que l'expression artistique, que aller regarder des productions qui se tiennent loin de ces préoccupations idéologiques. Il y arrive toujours un moment où l'art est capturé, en quelque sorte pris en otage par l'idéologie. Mais là, on est avant, c'est-à-dire dans cette production artistique des siècles qui vont du XIIe siècle au XXe siècle, on va pouvoir voir se dessiner les contours d'un catalanisme artistique, d'un nationalisme artistique catalan, d'un art catalan, mais un art catalan qui est dépourvu de revendications politiques. Et l'avantage, c'est qu'il va nous permettre de constater, puisque c'est ma réponse quand même à la question que j'ai posée, la réponse que j'ai trouvée très récemment parce que j'ai passé des nuits blanches après vous avoir proposé ce sujet de conférence. Mais donc cette réponse, c'est que oui, effectivement, il y a une manière de la Catalogne à la fois, et c'est ça qui est important et qui fait la richesse de ce champ merveilleux de l'intellect humain qui est la production artistique, de recevoir et de produire. L'art catalan est un art qui est capable d'agréger des formes plastiques et intellectuelles qui proviennent de tout horizon, mais en même temps et d'y ajouter sa part. Donc ceci, on va le voir, il est quand même tout à fait caractéristique que la première exposition d'art catalan, parce qu'en fait l'idéologie artistique et l'histoire de l'art se construit sur la base des expositions et des musées. Donc la première exposition d'art catalan, c'est en 1937, c'est-à-dire au moment où la Catalogne commence à être agressée par les troupes du général Franco et la défense d'un certain appui des intellectuels français aux Catalans va passer par l'organisation de cette grande exposition qui accueille des œuvres qui ont été enlevées des musées catalans devant les risques de guerre et donc elles sont déjà en caisse pour les faire circuler au Petit Palais où se déroulent dans ces années 36-39 des séries d'expositions sur l'art polonais, l'art hongrois, etc. Donc on va l'intelligentsia française, les critiques de l'historien de l'art français accueillent à bras ouverts cette exposition, ces œuvres d'art catalan et donc propose en mars-avril 1937 au Petit Palais, ensuite ça ira à Maison Laffitte, cette très belle exposition de l'art catalan où on va présenter des œuvres originales au cœur de ce Paris, dans l'attente de la Deuxième Guerre mondiale. Alors,
L'historien de l'art auquel je ne peux pas faire autrement que de rendre un hommage extrêmement appuyé, puisque ça a été d'une certaine manière mon maître, non pas que j'ai suivi ses cours, mais c'est lui qui a quand même dirigé en grande partie mes orientations sur les recherches que j'ai faites au début de ma carrière. C'est Marcel Durlia qui a rédigé donc est publié en 1963 chez Artaud un magnifique ouvrage sur l'art catalan avec cette jaquette de couverture avec une belle peinture murale romane qui vient de l'église de Sorpe. Là aussi, je mets en exergue cette phrase de Marcel Durlia parce que ça montre comment ce personnage a su assumer son respect, son amour de la Catalogne. Il avait fait sa thèse sur l'art dans le royaume de Majorque à la fin du XIIIe siècle, mais c'était un amateur, enfin c'était un grand connaisseur de l'art catalan, un connaisseur intime de l'art catalan, mais toujours un homme qui est dans une certaine réserve. Et ce qu'il écrit ici, même s'il lui est contesté jusqu'à sa langue, ce qui était le cas de la Catalogne sous le franquisme, une nation conserve toujours à sa disposition un authentique moyen d'expression avec son art. Et à partir de là, il développe tout un récit sur une histoire de l'art catalan avec d'une manière très académique, arrière-plan historique, et puis ensuite par grande période, en ciblant chaque fois des œuvres qui sont dans le territoire de l'ancien Principat de Catalogne. Il va pas aborder l'art des Baléares, l'art du royaume de Roussillon. Il va se contenter, c'est déjà une très belle moisson d'œuvres d'art qu'il va nous proposer, donc de se pencher sur ces productions de la Catalogne comtale. Alors, ce que j'ai choisi de faire, dans un premier temps, j'ai été tenté, évidemment, de me contenter de faire un hommage à Marcel Durlia et d'aller mettre quelques images sur ses discours, mais comme je n'aime pas du tout la facilité, parce que il faut bien que je fasse quelque chose dans la vie, et j'aime bien réfléchir, donc je me suis dit que je vais faire autre chose, et puisque Marie-Claire Mansancal a eu la gentillesse de m'inviter pour les Amis des musées, j'ai décidé de faire ce parcours à partir des musées d'art qui sont les fers de lance du catalanisme artistique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est une balade dans les musées de Catalogne. Alors, comme je suis aussi je reste assez professeur, un peu académique, je garde quand même un schéma chronologique pour ne pas vous perdre. Au début, j'avais fait musée par musée, mais après, je me suis dit non, il vaut mieux faire. On va mélanger un petit peu les musées, on les verra, on en parlera, mais on suit un parcours chronologique depuis le XIe siècle jusqu'au XXe siècle, mais en vous présentant ces musées d'art de Catalogne qui sont des bijoux, parce que surtout ces dernières années, parce que la Catalogne a su tirer un profit considérable de ce qu'a pu lui proposer l'Europe, et l'état de ces musées est d'une manière générale tout à fait remarquable par rapport à ce que connaissent les musées, je ne parle pas des musées bordelais dans cette salle, mais les musées d'une manière plus générale qui ne sont pas toujours aussi gâtés que les musées catalans. Donc voici pour vous donner une idée. En haut, évidemment, la plupart des œuvres viendront, ou beaucoup d'œuvres viendront du musée national d'art de Catalogne, je vais revenir là-dessus, mais tous ces musées sont réunis dans un consortium, la Xarxa des Museus de Catalogne, dont un certain nombre de musées, dont nous allons voir quelques-uns, donc pour les œuvres, parce que aussi j'ai choisi des œuvres que j'aime. J'ai choisi des œuvres que j'aime, qui me sont familières, parmi celles que j'aime, les plus représentatives, mais pas forcément les plus connues. Il y a des incontournables, comme on dit, mais on va se promener dans ces petits musées. Alors, à commencer par le MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya. National. Ce terme national a été rajouté dans les années 90. Jusqu'alors, il était Musée d'art de Catalogne.
Et en 90, dans les années 90, on a rajouté national. C'est-à-dire, on voit déjà comment dans les années 90, ça c'est le post-franquisme, hein, les Catalans ont été très favorisés d'un point de vue politique par le franquisme, dans le post-franquisme, je veux dire, et ils ont à ce moment-là joué un rôle d'arbitre dans la politique espagnole, et ça leur a fait prendre conscience de leur importance, d'où ce N qui vient se mettre un petit peu à l'arrière. Je l'avais jamais remarqué, mais la photo le rend évident, mais il est venu se glisser entre Museu et Art de Catalunya. Donc ça, c'est important. Et il est abrité dans ce splendide édifice qui n'a rien de catalan, qui est le grand palais de Montjuïc, qui est un palais qui a été construit pour l'exposition universelle de 29 sous Primo de Rivera. Donc c'est un palais castillan, enfin pas castillan mais aragonais. C'est un peu le pilar. Hein, c'est l'idée qui domine, c'est le pilar avec ses petits clocheton et cette coupole, donc qui a été à l'origine du schéma utilisé pour le palais de Montjuïc. Et puis après l'exposition universelle de 1929, en 1932, au moment de la République, eh bien, il a été décidé d'y installer les collections d'art qui se trouvaient dans les différents musées de Barcelone et qui ont été regroupées ici. Donc, à partir de 1932, dans cet immense palais de Montjuïc, qui a été complètement remanié par Gaiao Lenti dans les années 90 et qui actuellement est pour les amateurs de musées, c'est un musée absolument extraordinaire. Du reste, vous pouvez en prendre la mesure parce que le site internet est d'une richesse sans pareille, avec un catalogue complet, exhaustif de toutes les pièces du musée. Alors, dans ce musée d'art de Catalogne, vous avez à l'entrée, là, je l'ai mise sur la droite, en fait, elle se trouve sur la gauche quand vous montez, mais c'est une statue d'un sculpteur que l'on dit français, mais qui est catalan, qui est Mayol, hein, puisque Mayol est donc roussillonnais. Et évidemment, c'est un clin d'œil de la Catalogne, hein, accueillir les visiteurs à ce musée national d'art Catalogne par cette merveilleuse jeune femme qui, évidemment, a la bras un petit peu coupés, mais les amateurs d'art grec nous ont appris à apprécier aussi ce genre de silhouette. Donc, cette dame de Mayol accueille les visiteurs et leur dit moi aussi je suis catalane, bien que roussillonnaise, donc mais c'est fait avec gentillesse et tellement de grâce et d'élégance que personne, aucun diplomate n'a hurlé. Alors évidemment, l'incontournable Christ Pantocrator de Saint Clément de Taoul, qui est parmi les images de la culture européenne médiévale, l'une des plus fameuses. Donc cet art, je parlerai très peu d'architecture, mais vous allez voir pourquoi il m'a paru nécessaire de mettre ici cette image de la petite église de Taoul, dans laquelle il a été peint au XIIe siècle, dans les années 1120, puisqu'il y a une date de 1123 qui correspond à peu près, vraisemblablement, à la mise en place de ces peintures. Donc, dans les années 1120, dans cette bien belle église qui venait d'être construite une décennie ou 2 décennies auparavant, on a peint cette immense... Toutes ces 2 églises, parce qu'il y a 2 églises à Taoul, dans cette petite bourgade, Sainte Clément et Sainte-Marie, qui étaient totalement peintes. Donc, c'était des monuments extraordinaires, ruraux, c'était pas des grands monastères, c'était des églises lambda, et qui ont reçu ce décor extraordinaire. Alors, ce décor, évidemment, pour nous, il est catalan. Lorsqu'on le voit, on pense Catalogne, on pense au musée d'art de Catalogne, mais pour les historiens de l'art, et là, je ne vais pas me substituer aux spécialistes de l'art roman, mais simplement, je retiendrai deux éléments. Vous voyez bien que là, on est devant un art qui est tellement maîtrisé, c'est pas un gribouilleur du coin qui l'a réalisé, c'est un grand artiste, qui était pénétré de toute la tradition picturale italienne et donc byzantine. Évidemment, il y a dans
les connaissances, il y a dans la culture visuelle, puisque c'est un terme à la mode maintenant, de ce peintre de Taoul, toute la tradition de la culture byzantine qui a transité par l'Italie. Donc c'est un Catalan, mais pas un petit Catalan qui va cultiver ses vignes dans les petites vallées des Hautes-Pyrénéennes sans voir ce qui se passe ailleurs. Et puis le clocher lui-même et l'église sont caractérisés par un type d'architecture que depuis le début du XXe siècle, on dit architecture lombarde. Donc ce qui caractérise bien aussi les origines de cette architecture romane catalane. Alors Marcel Durlia a écrit un article merveilleux pour bien montrer comment, bien que lombarde, cette architecture est spécifiquement catalane et dans ses modalités de détail ne peut pas être comparée à ce que l'on peut trouver en Lombardie ou ailleurs, puisque ce premier art roman méditerranéen, le grand historien qui l'a fait connaître, qui s'appelait Pucci Cadafalds, qui était un copain de notre grand archiviste girondin Brutails, donc le faisait remonter par le Rhin jusque dans les territoires germaniques. Mais évidemment, lorsqu'on l'étudie dans le détail, n'importe quel connaisseur de l'histoire de l'architecture, quand il voit une église de ce type, sait qu'elle est catalane, même si ce sont des bandes lombardes, si c'est un type d'architecture qui a ses cousins, ses parents dans le reste de l'Europe, en Rhénanie, jusque dans le nord de l'Allemagne. Donc voilà un premier élément qui nous permet de comprendre l'art catalan. Évidemment catalan, parce que ça a été peint en Catalogne sur place. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a pu acheter sur Amazon pour aller le plaquer sur le mur. Hein. Il y avait un artiste. Alors, est-ce qu'il était catalan? Est-ce qu'il était italien? Est-ce qu'il était roussillonné? On ne sait pas. En tout cas, l'art est catalan par la capacité de ce pays à accueillir et à faire fructifier un legs qui est un legs européen, méditerranéen, et c'est en cela que cet art acquiert une valeur qui dépasse très largement celle de la Catalogne. Il fait partie de l'art occidental et de cet art d'Occident dont parlait Faucillon. Il en est une des pièces maîtresses. Et on se retrouve après, alors bien sûr après il y a des peintres un peu moins habiles, c'est peinture murale du musée épiscopal de Vich. Alors Vich, c'est un autre, alors là c'est un deuxième musée que je vous présente. J'ai mis juste une petite photo en haut à gauche qui vous montre, si vous voulez, on voit la ville de Vich, c'est Mont-de-Marsan, hein, peut-être plus petit. Remarquez, Mont-de-Marsan a de très beaux musées. Mais on voit que ces 20 dernières années, on a complètement remanié le musée. On en a fait, du point de vue architectural, quelque chose de très réussi dans la discrétion. Du point de vue muséographique, un des monuments clés de la muséographie de ces musées d'art médiévaux. Puisque ici, les collections du musée de Vich sont essentiellement des collections d'art médiéval. Et c'est des dizaines et des dizaines de peintures murales qui ont été déposées. C'est une des caractéristiques de cette politique de conservation des biens culturels catalans que de déposer les peintures. Alors il y a eu de grands débats là-dessus, mais il y a très peu de peintures in situ. Lorsqu'on en trouve, c'est des répliques. Les originaux sont protégés dans les musées. Et il y a plusieurs grands musées. Je vous montrerai celui de Vich, celui de Solsona et bien sûr le Musée national d'art de Catalogne. Alors ici, on se trouve devant le maître de San Martí Sescorts, qui est un tout petit village aussi, et avec ses représentations, donc Adam et Ève, chassés du paradis, qui sont des thèmes iconographiques que l'on trouve dans tout l'art occidental, dans une pratique artistique qui peut évoquer, alors toutes sortes d'origines, mais évidemment, là encore, dans ce schématisme qui est encore plus grand peut-être et plus populaire peut-être, et encore je n'aime pas trop ce mot, mais enfin parce que c'est un art qui est très savant aussi, mais ça n'a pas l'ampleur du Christ de Taoul, mais ça en est très proche quand même. Alors cet art
roman catalan dans la peinture propose des images beaucoup plus amusantes, beaucoup moins imposantes et impressionnante que celle de Taoul, comme cette poutre peinte, qui est une poutre peinte qui est conservée au musée d'art de Gérone, Girona, qui est donc tout près de la frontière française et qui est un détail, une œuvre de ce musée que j'aime beaucoup pour cette colonie, cette procession de petits moines tonsurés, vous voyez, qui ont l'air si heureux de vivre en chantant les louanges du Seigneur. Donc c'est cette poutre de Cruïlles. Cruïlles est une petite église aussi qui était peinte jusque dans les poutres qui soutenaient la tribune occidentale. Un autre musée important pour la peinture murale, beaucoup plus petit, celui-là, c'est le musée de Solsona. Solsona, c'est une petite ville épiscopale comme Vich, comme Gérone, mais plus petite encore, qui se trouve au nord de la province de Lérida, et qui a l'avantage de conserver des peintures tout à fait extraordinaires. C'est les peintures de Sant Quirze de Pedret. Sant Quirze de Pedret, c'est une église qui est une église sans doute peut-être la fin du premier millénaire, autour de l'an 1000, un petit peu avant, un petit peu après, on ne sait trop, mais en tout cas, qui était couverte de plusieurs couches de peinture. Alors la couche de peinture supérieure, elle a été enlevée, elle est déposée au musée d'art de Catalogne, et la couche de peinture qui sous-jacente, qui était la plus ancienne, du XIe siècle, c'est celle-ci, qui est au musée de Solsona. Donc ça, c'est aussi extraordinaire, vous voyez cette histoire. Si vous voulez voir l'église de Pedret, il faut aller à Pedret, parce que il y a l'église, et puis il y a des répliques des fresques, et puis il faut aller à Solsona, parce que vous avez les peintures du XIe siècle, avec cet extraordinaire oran de Solsona, qui est ici, donc qui est une image empruntée à un manuscrit, sans doute, qui lui ne vient pas, c'est pas la grande tradition byzantine de peinture monumentale, c'est quelque chose qu'on a dû trouver peut-être dans les marges d'un manuscrit. Et cette peinture de Sant Quirze de Pedret, elle est du XIe siècle, c'est une des plus anciennes que l'on connaisse pour l'art catalan. À droite, vous avez au contraire les peintures du XIIe siècle qui sont venues se superposer à cette première couche. Alors peinture, sculpture, maintenant la sculpture catalane romane est extraordinaire. Et aussi j'ai choisi toujours à Solsona, j'ai essayé de faire un itinéraire qui ait une relative cohérence. À Solsona, il y a ce chapiteau tout à fait étonnant, qui est un chapiteau qui représente, vous voyez, des personnages. On en a un peu pareil à l'église de Longuaran, justement, où on voit des vendangeurs comme ça qui ramassent des grappes de vigne. Alors ce chapiteau-là, là aussi c'est pareil, c'est pas un artisan de passage, un petit sculpteur du coin, tailleur de pierre qui se met à dessiner des images. C'est un grand sculpteur et les spécialistes le rattachent à la production d'un certain Gilbert de Toulouse, pas le Gisela-Bertus d'Autun, mais le Gilbert de Toulouse, qui est connu pour avoir réalisé des sculptures du cloître de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse qui sont actuellement conservées au musée des Augustins. Donc là aussi, art catalan, certes, dans une église catalane, certes, mais par un sculpteur catalan, peut-être, qui connaît l'art du Languedoc. Et l'autre personnage, l'autre grand sculpteur catalan, qui est le sculpteur qui aussi, alors lui, on l'appelle le maître de Cabestany. Ce bas-relief qui est sculpté sur un marbre antique, à l'arrière il y a des sculptures et des inscriptions de l'époque romaine. Donc il a été réalisé par un sculpteur dans les années 1220 sans doute, dont on a identifié la production de la Toscane jusqu'à la Navarre. On l'a pisté, comme on dit chez nous, on l'a suivi à la trace. Et Jacques Gardel, qui a enseigné ici, qui a été mon maître, a retrouvé des traces dans quelques petits modillons qui sont enchâssés dans le château de l'Aréole. Donc c'est assez extraordinaire, ça permet de rattacher un petit peu donc tous ces courants de sculpture du XIIe siècle à notre région et à notre art aquitain.
Donc là, c'est évidemment Saint-Pierre, le Christ, le lac de Tibériade, qui est représenté par ce sculpteur extraordinaire. Mais vraiment, c'est un des plus grands sculpteurs romans, avec cette capacité donc de rendre sur un faible relief, grâce à ces coups de trépan profonds qui vont donc pointer aux extrémités de ses yeux en amande. Quand on a vu une sculpture du maître de Cabestany, on les reconnaît toutes. C'est quelqu'un qui a une patte, qui a un art, qui a un style qui est absolument inconfondable avec aucun autre. Et puis, dans ce musée Marès, alors Marès c'est un sculpteur et collectionneur catalan, un grand sculpteur du XXe siècle. C'est lui qui a restauré tous les panthéons royaux, en particulier au monastère de Poblet. Il a une production artistique énorme. C'est un grand sculpteur académique et c'était un collectionneur frénétique. Collectionner tous les bacs de cigares, tout. Et entre autres la sculpture romane, il a réuni de très très belles sculptures romanes, et en particulier le musée est juste à côté de la cathédrale de Barcelone, dans le quartier gothique. Donc il a aussi réuni beaucoup de sculptures sur bois, et il a un de ces Christ qui provient d'une descente de croix, on appelle ça desvallament en catalan, dont on connaît une quinzaine d'exemplaires, les uns plus magnifiques les uns que les autres. Voici celui qui est conservé au Musée national d'art de Catalogne, cette descente de croix donc de Taoul, qui est une grande merveille de la production artistique catalane du XIIe siècle, un peu plus avancée que le maître de Cabestany sans doute, se rapproche presque de l'époque gothique, avec, vous voyez, ces sculptures. C'est pas du Brancusi, mais pas loin. Évidemment, elles étaient peintes, et vous allez voir, c'était extrêmement différent avec la peinture. Voilà comment il faut imaginer ces sculptures. Et c'est évidemment tout à fait différent de ce que vous voyez donc ici. Ces peintures, on n'aimait pas cet art épuré, magnifique. Oh, ces merveilleuses sculptures romanes, tellement... Non, c'était toujours très peint, très riche. Si c'était pas peint, c'est qu'on n'avait pas le sou pour les faire. Donc, on a un don au musée d'art de Catalogne, musée national d'art de Catalogne, cette majesté Batlló que vous voyez ici, donc qui avait été protégée par des couches de peinture, qui a été admirablement restaurée. Vous allez voir en détail tout à l'heure. Là aussi, il n'y a pas plus catalan que la majesté Batlló pour les Catalans. C'est à la hauteur du Christ de Taoul. Mais en fait, c'est un Christ dont on connaît des frères, dans toute l'Europe, on connaît des œuvres très comparables qui procèdent d'une image sainte particulièrement vénérée en Italie, qui est le Volto Santo de Luc, que vous voyez ici sur la droite, et qui est donc à l'origine de cette peinture. Alors, évidemment, elle a été décapée complètement, et on voit la richesse de cette peinture appliquée à la sculpture, avec l'extraordinaire petit nœud de ce qui est un entrelacs que l'on trouve sur la sculpture romane. Le musée épiscopal de Vich, on y revient avec ce grand devant d'autel qui provient de Ripoll. Il a été trouvé dans une petite église de Ripoll, mais il vient sans doute de la grande église abbatiale, qui est une œuvre aussi en bois peint, en saule et en pin, qui a été peint, et surtout avec énormément de stuc, qui renforce un petit peu le relief et qui crée une illusion d'orfèvrerie. Parce que, évidemment, si les prêtres et les moines avaient eu les moyens, ils n'auraient pas eu ces horribles sculptures en bois rustiques, et ils se seraient achetés des magnifiques pièces d'orfèvrerie, mais c'était trop cher. Alors on passe à l'âge gothique maintenant, avec une peinture de la fin du XIIIe siècle, conservée au Musée national d'art de Catalogne, et qui a été trouvée il y a une quarantaine d'années dans un palais, le palais d'Aguilar, donc dans la rue Montcade
à Barcelone. Donc c'est une image, c'est ce que gothique linéaire, donc cette très belle production d'un gothique classique, c'est l'époque donc de Saint-Louis, et on se trouve là devant une représentation très catalaniste puisqu'il s'agit de la prise de Valence par le roi Jacques d'Aragon, qui relate donc dans les années 1290 des faits des années 1220-1230. On voit le roi ici dans sa tente avec ses chevaliers, donc qui participent à la prise de Valence, qui va être intégrée à l'ère catalane, la prise de Valence sur les musulmans, bien sûr, donc au début du XIIIe siècle. Avançons un petit peu dans le temps, on se trouve maintenant au milieu du XIVe siècle, un nouveau roi d'Aragon. Cette fois, ce roi d'Aragon, c'est une tête de roi, mais qui a été, parce que je dis roi d'Aragon, parce qu'il y a une statue très proche de celle-ci, du même sculpteur dans un musée voisin. Ça, c'est au Musée national d'art de Catalogne. Mais il y a une statue du roi d'Aragon, Pierre IV, le cérémonieux, au musée de Gérone, qui est très ressemblante et qui a servi de modèle à ce Saint-Antoine. Donc on se demande pourquoi ce Saint-Antoine est couronné, mais c'est une statue de Saint-Antoine d'un sculpteur qui s'appelle Jaume Cascalls, qui a été un des plus grands sculpteurs et dont on va retrouver ici, toujours au musée d'art catalan, sur la droite de l'écran, une image de Christ mort tout à fait bouleversante. Donc il provient d'un calvaire, et j'ai mis sur la gauche une image très semblable qui se trouve dans l'église San Narcisse, l'église de San Félix de Gérone, voisine de la cathédrale, qui est très ressemblante. L'une est de Jaume Cascalls, dont le nom dit bien qu'il est catalan, et de toute manière on a des textes documentaires. Dès là on est à la fin du XIVe siècle. Donc, et à gauche c'est Aloy de Montbray qui est un artiste qui vient du nord de la France, qui vient sans doute des Flandres ou du Hainaut, et qui a fait carrière en Espagne. Donc, on voit bien, ils étaient contemporains, ils se connaissaient, ils ont travaillé ensemble. Et là aussi, on voit bien que ce Jaume Cascalls, sa production, elle est... À première vue, on pense que ça pourrait être le même sculpteur. En fait, ses œuvres sont bien documentées. Celle de droite est de Jaume Cascalls, celle de gauche de Aloy de Montbray. Si vous allez à Gérone, ne manquez pas de visiter cette chapelle de l'église Saint-Félix. Vous avez là, à Umnac, à Barcelone, il n'y a que la tête, le corps complet du Christ, du gisant, et à l'église de Saint-Félix. Et donc, puisque nous sommes maintenant au milieu du XIVe siècle, on va avancer un petit peu. La peinture gothique catalane est extraordinairement riche, et là aussi, c'est des dizaines et des dizaines de retables de cette espèce qui se caractérisent ils sont différents des retables français et des grandes pallas italiennes par le fait qu'ils sont divisés par des rues verticales, comme ça on dit des calles. Ce sont un compartimentage vertical qui est propre à la péninsule ibérique, avec une image centrale qui est un peu l'image de la palla italienne, qui se trouve ici un peu plus limitée, et une prédelle continue qui n'est pas compartimentée comme la prédelle italienne. Donc il y a des différences, mais on est dans le grand art gothique international, et ce Jaume Serra, évidemment, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'atelier de Ferrer Bassa, qui lui-même avait été très très formé dans le cadre de la peinture siennoise. Ici, c'est Sienne qui est à l'arrière-plan avec ses fonds d'or et ce graphisme que vous voyez ici avec, j'ai pris ce détail. Tout ceci sont des photos que j'ai prises sur place pour vous. Marie-Claire, c'est grâce à vous que j'ai fait ces excursions. Je ne les ai pas piquées sur Internet, c'est pour ça qu'elles sont un peu floues quelquefois. Ici, deux très jolis détails. Un détail qui n'est qu'un détail, Umnac, qui est ce petit personnage de Borrassa, qui rappelle un petit peu le personnage que l'on voit un petit peu 50 ans plus tard à Bourges, au Palais Jacques-Cœur. On voit comme ça un personnage qui se penche par la fenêtre.
Il est de Luis Borrassa, qui est un Catalan, qui travaille beaucoup en Aragon, et qui est un des représentants les plus caractéristiques de cet art gothique international du milieu du XIVe siècle, qui a produit des œuvres tout à fait extraordinaires et qui mériteraient donc que l'on s'attarde bien davantage sur ses réalisations. Et à gauche, une figure de Saint-André. Je me suis pas trompé en posant la photo sur le PowerPoint. C'est Saint-André, ce n'est pas Saint-Pierre. C'est pour ça qu'il a la tête en bas, comme vous le savez, puisque nous sommes voisins de la cathédrale Saint-André, où on trouve aussi un apôtre crucifié la tête en bas. Un autre musée très riche en retables gothiques, c'est le musée d'art de Gérone, donc qui est l'ancien palais épiscopal de Gérone, voisin de la cathédrale. J'ai mis cette mauvaise photo, qui celle-ci est piquée sur Internet et qui représente donc simplement pour vous donner une idée de ce que c'est. Hein. Donc là, vous êtes dans le coin d'une salle et vous avez déjà tout ça à regarder. Donc si vous allez à Gérone, pensez à réserver pour 2 mois à peu près si vous voulez visiter l'ensemble du musée. Mais il faut dire qu'en cela, ça s'évite de ces peintures. Même moi qui suis médiéviste, je commence au bout de quelques heures dans ces musées, je commence à m'ennuyer un peu. C'est un retable qui vient de Púbol, une petite localité chère à Salvador Dalí, qui est déposé ici donc au musée de Gérone et qui est des années 1440. Voici donc le retable de Púbol, et si on passe ce détail, si on ne fait pas trop attention, on se dit tiens, c'est un détail du tableau précédent. Pas du tout, c'est un autre. Mais tout ça, ça se ressemble beaucoup. Et les spécialistes de la peinture gothique, moi je les admire profondément. Ils ne meurent pas d'ennui, mais quelquefois on meurt d'ennui en lisant leurs livres, mais eux, ils ne meurent pas d'ennui, et ils sont capables, par cet œil du connaisseur, de déceler, de reconnaître donc ceux qu'il faut attribuer à Bernat Martorell et ceux qu'il faut attribuer à Jaume Huguet, donc Saint-Vincent, ici 1455, qui est un tableau du Musée national de Barcelone, dont j'ai fait ce détail pour vous montrer ici comment ces peintures, et ça c'est une des caractéristiques techniques de la production artistique catalane, romane et gothique, cet usage un peu intempestif quelquefois du gouache, du plâtre, du stuc, hein, qui va donc permettre de peindre, vous voyez, et de sculpter, on peut dire, ces éléments sur les gants et d'enrichir encore la qualité de ces grands retables. Alors le plus connu de ces retables, c'est celui de Luis Dalmau. Là aussi, c'est le retable des conseillers de Barcelone. Donc ce retable qui se trouvait donc dans la mairie de Barcelone et qui est maintenant au Musée national d'art contemporain, il est très catalan. Ici, vous avez en haut à gauche l'écu de la ville de Barcelone. La signature de Luis Dalmau se trouve ici au pied du statut de la peinture de la Vierge, avec la date de réalisation du tableau, 1443. Les conseillers qui figurent, qui sont des portraits réalistes des conseillers de ces années 1440. Donc, et évidemment, pour n'importe quel connaisseur de l'art médiéval, lorsqu'on voit ce détail, que là aussi j'ai pris la peine de photographier pour vous, c'est Van Eyck. C'est les anges musiciens de Van Eyck du retable de l'agneau mystique de Gand qui sont carrément copiés. Du reste, évidemment, Luis Dalmau est allé aux Pays-Bas. Il a fréquenté l'atelier de Van Eyck. Alors, là aussi, c'est catalan, on ne peut plus catalan, c'est une revendication de catalanisme avec cet écu losangé de Barcelone, mais c'est un peintre qui je ne dis pas qu'il est allé au-delà de Van Eyck, mais il a la technique, il a la capacité technique, il a la qualité artistique et le rendu, et dans ses portraits, il égale Van Eyck. Mais les personnages, ce sont des Catalans, des vrais Catalans de chez Catalan. Hein. Donc, voilà on se trouve là à la limite du basculement vers la période moderne que j'illustre par cette sculpture. Alors, on dit toujours
L'art catalan, il est très beau au Moyen-Âge et puis après au 19e, 20e, mais à la période moderne, oui, il n'y a pas de très grands artistes, mais il y en a quand même. Alors, il y en a un qui est absolument extraordinaire, c'est Damián Forment, c'est l'auteur du grand retable de Poblet, c'est l'auteur du grand retable sculpté du Pilar de Saragosse, et si on trouvait ça au pied au Vatican, dans un coin, on se dit « Ah, Michel-Ange !» Non, mais c'est effectivement quelqu'un qui il est allé à Rome, il a connu tout ça, il était en contact donc avec cette production romaine de la deuxième moitié du XVe siècle, et c'est une sculpture, un fragment sculpté, il y en a plusieurs, c'est une dormition de la Vierge qui se trouve au Musée national d'art de Catalogne aussi. C'est une œuvre absolument extraordinaire, et lorsqu'on voit les grands retables de Poblet ou du Pilar, c'est impressionnant, mais c'est l'inconvénient de ces grands monuments en place dans les cathédrales. On ne peut pas trop s'approcher. Ils sont très... Là, il est admirablement restauré, exposé, proposé au regard et à l'admiration des visiteurs. Et même s'il est un petit peu cassé, on voit qu'on est là devant une sculpture qui égale ce que l'on pourrait trouver dans la période hellénistique chère à certains d'entre nous. Hein. Donc, nous voilà à la Renaissance. Et puis pour le XVIIe siècle, on n'a pas effectivement de Ribera, on n'a pas de Surbar, on n'a pas de Velázquez en Catalogne, mais on a des peintres relativement honnêtes, comme cet Antoni Villadomat qui a une production considérable. C'est quelqu'un qui a aussi été évidemment en contact avec l'art italien, hein. C'est quelqu'un qui a été en contact avec les Bibbiena en particulier, et donc qui a produit des grands décors d'église. Donc ici, donc nous avons un portrait de ça. En haut, c'est son autoportrait qui est en très mauvais état et très mal restauré. Et alors, pour illustrer cette période, vous voyez, je vais très vite pour le 18e, parce que il n'y a pas de grand chef-d'œuvre. J'ai trouvé ce monsieur Francesc de Bofarull, qui a un nom aussi très catalan. Les Bofarull, c'est une grande famille de la Catalogne, du sud de la ville de Reus, où il y a le palais des Bofarull, que l'on peut visiter, qui est maintenant municipal. Et c'était une grande famille d'armateurs barcelonais et de Reus. C'était des gens qui avaient prospéré sur le commerce de l'eau de vie, essentiellement à Reus. Et ce personnage, donc Francesc de Bofarull, qui est peint par un peintre absolument inconnu de moi, et dont j'ai même, grâce à Google, je n'ai rien pu trouver sur lui, Montanas Lianas, qui est... je l'ai pris parce qu'il vous rappellera sans doute, et s'il est contemporain du Long-Seing du Musée des Beaux-Arts, puisque je suis accueilli par les amis des Musées des Beaux-Arts, c'est une manière de rendre un petit hommage à ce musée. C'est tout à fait la même peinture sociologiquement, techniquement. Donc là aussi, c'est un art tout à fait international et tout à fait européen. Si on veut trouver des productions plus catalanes, plus spécifiques, c'est dans les arts décoratifs peut-être qu'il faudrait aller. Et là aussi, j'ai choisi simplement cette image. C'est un lit, une tête de lit. C'est des lits, on appelle ça les lits d'Olot. Olot, c'est une petite ville de la province de Gérone où on fabriquait ces têtes de lit magnifiques. Il y en a plusieurs exemplaires dans les musées. Celui-ci donc est au musée du design de Barcelone. Le musée du design de Barcelone, il a été déplacé, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un grand musée contemporain. Donc, on pourrait là, peut-être dans la production, la céramique, les arts mineurs, trouver des choses plus spécifiques, encore que en Sicile, on a des choses tout à fait semblables à cette tête de lit d'Olot. Avançons dans l'art moderne, et là, on se trouve à l'époque. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, on se trouve devant une magnifique jeune femme allongée, c'est Lucrèce, donc qui vient de se supprimer. Et cette Lucrèce, qui est dans le cadre d'un très joli musée dont je vais vous parler maintenant, qui est le musée Victor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, qui est un tout petit musée dans la province, au sud de Barcelone. Vous voyez ces musées comme on les aime, comme les amateurs de musées les aiment, c'est-à-dire avec
avec des murs couverts de peinture jusqu'en haut, où on mélange peinture-sculpture, une muséographie un peu désuète, mais moi que j'adore. Et c'est une grande sculpture, ce qui fait plus de 2 mètres, c'est un personnage au-dessus de grandeur nature, de Damien Capmany, qui est un sculpteur qui a été formé, vous vous en douterez peut-être, dans les ateliers italiens et en particulier chez Canova. Donc là aussi, c'est lui qui forme beaucoup de sculpteurs catalans de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais il est formé au XIXe siècle. Vous voyez, j'ai bien dit 1971, il est né en 1871 bien sûr, mais en 1855, et donc il a formé beaucoup de sculpteurs catalans. Il est à peu près contemporain de ce peintre, qui est un peintre qui n'est pas très connu, mais dont j'ai choisi cet autoportrait du Musée national d'art de Catalogne, daté de 1837 pour la date, pour le personnage, parce qu'évidemment, c'est l'époque d'Hernani, c'est un romantique, il rappelle Delacroix, hein, voilà. Et ce Josep Arau Barba, qui a réalisé un très bel autoportrait, qui ne nous dépayse pas non plus pour les amateurs d'art français et d'art européen. Donc, il est représenté ici sur un très beau ciel à la Géricault. Donc, on se trouve en pleine peinture romantique. Ces gens connaissent toute la production européenne contemporaine. C'est un personnage très intéressant parce qu'il était passionné de photographie. Il est l'un des premiers à introduire le daguerréotype en Espagne et à réfléchir sur les rapports entre la photographie et la peinture. Monsieur là-bas s'y intéresse. Mais donc, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant qui a écrit des observations au sujet du daguerréotype en 1839, donc tout à fait au début, avant même que cette technique ne se développe. Et c'est quelqu'un également qui a écrit et produit des réflexions extrêmement poussées, extrêmement intéressantes et modernes sur la conservation. Et ça aussi, c'est très rare. Il a occupé une position dominante. Tous ces personnages, ces artistes, sont formés à Barcelone, où il n'y a plus d'université depuis que les Bourbons ont détruit l'université. Les enseignements d'art sont assurée par la ville dans le cadre d'institutions. Celle qui préside aux destinées de l'art de Barcelone, c'est l'école de la Lloncha, l'école de la loge. La loge, c'est la bourse maritime. C'est donc la bourgeoisie barcelonaise, par le biais des édiles municipaux, qui assure la formation de ces artistes. Et Arau Barba a joué un rôle important dans le cadre de cette école de la Lloncha. Et c'est aussi auprès de la Lloncha que se forme un peintre qui s'appelle Vayreda y Vila. Alors ce peintre, il est assez connu, lui, et il est connu comme créateur d'une école qu'on appelle l'école d'Olot. On va revenir au musée d'Olot, et ce musée d'Olot est un musée qui présente des œuvres assez diversifiées, mais surtout très intéressantes pour cette peinture romantique très proche de l'école de Barbizon. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui évoque Corot, et évidemment, il est allé à Barbizon, ce Vayreda. Ces gens-là on n'a pas attendu Erasmus pour aller se balader en Europe. Ça fait très longtemps que l'Europe existe, contrairement à ce qu'elle existait d'ailleurs beaucoup plus qu'elle n'existe maintenant, au moins dans ce domaine artistique. Donc, c'est Joaquín Vayreda y Vila. Donc, c'est un peintre qui produit une œuvre abondante, surabondante, extrêmement riche, et c'est un dessinateur extraordinaire aussi, qui est à l'origine de cette école d'Olot. Alors, je ne peux pas développer, mais cette école d'Olot, elle est très intéressante, c'est très facile à prendre en compte dans ce petit musée d'Olot que je vous présente maintenant, qui est le musée de la Garrocha. La Garrocha, c'est la partie de la province de Gérone qui se trouve donc au pied de ces montagnes, sur des terres anciennement volcaniques. Alors, il y a un musée
un musée de géologie, et il y a ce musée d'Olot qui est riche non seulement pour cette école d'Olot, mais aussi pour toute une école de sculpture, et qui montre le dynamisme de ces petites villes, parce que je disais tout à l'heure à propos de Vic, c'est Mont-de-Marsan, mais Olot, c'est Langon, vous voyez, et là c'est quelque chose de tout à fait admirable de voir d'abord ce beau musée, là aussi, avec un bâtiment modeste, mais une muséographie d'une efficacité redoutable. Bon, là on se trouve devant des salles du début du XXe siècle, mais on a des sculpteurs qui sont ces sculpteurs d'Olot, de l'école d'Olot, comme Michael Blay Fabrega, qui va évidemment obtenir une reconnaissance nationale. Tous ces sculpteurs exposent dans les grandes expositions internationales et nationales. Et donc, Michael Blay Fabrega est ici représenté par ces belles sculptures. Alors, un autre sculpteur nous présente, c'est au musée de Reus. Vous voyez, Reus et ses artistes, petite ville encore avec des artistes. Donc, Fortuny, Mariano Fortuny, qui est présenté ici, qui est le grand peintre du XIXe siècle, le plus célèbre, c'est comme un peu Bonnard. Fortuny, qui est présenté ici, qui est le grand peintre du XIXe siècle, le plus célèbre, c'est comme un peu Bonnard, si vous voulez, chez nous. C'est un peintre qui a une renommée tout à fait extraordinaire, un portraitiste hors pair. Il meurt très jeune, ça c'est un détail de ce tableau qui représente le collectionneur d'estampes, qui est donc un virtuose de la peinture, c'est une peinture admirable. Il naît dans un petit bled paumé qui s'appelle Reus et il va avoir une réputation internationale. Il est contemporain de ce peintre aussi qui est très connu, qui s'appelle Ramon Casas. Lui, c'est un peintre, c'est un fils de grande famille de très fortuné qui va se produire. Alors, il travaille dans le genre académique et puis il va aller à Paris et là, il va fréquenter le bateau Lavoir. Il va être un compagnon de Picasso et de toute cette tout ce petit monde du début du XXe siècle. Donc, ce tableau est à Olot aussi. Et puis de lui, on va trouver au musée d'art de Catalogne ces grandes peintures qui sont très célèbres où on le voit donc avec ses compagnons. C'est le creuset dans lequel se crée l'art nouveau catalan. Voici, c'est un grand portraitiste. Il va mal tourner parce qu'il ne sera plus que portraitiste mondain par la suite, mais c'était un homme de grand talent. Là, c'est un autoportrait de lui jeune qui est extraordinaire aussi. Et à ceci, cet art du début du XXe siècle est associé à la production, une riche production graphique. Les affiches, les amateurs d'affiches doivent aller au musée d'Olot où on a ces... Alors, évidemment, les cigarettes s'appellent Paris, mais l'artiste est catalan. Alors, pour les arts mineurs, je voulais vous montrer un nouveau musée qui vient juste d'être terminé. C'est le musée des arts décoratifs de Barcelone, le nôtre est du design de Barcelone, le nôtre est un petit peu loin derrière, donc de grands architectes Boïgas. Et là aussi, je me suis permis d'aller chercher cette robe de Fortuny. C'est le fils de Mariano Fortuny. Celui-ci, c'est le Fortuny qui s'installe à Venise et qui va devenir une des stars de la mode du début du XXe siècle, au moment où ce personnage, qui s'appelle Édouard Toda, développe, lui, une activité de mécène, de dandy, d'égyptologue, ambassadeur, commerçant. Et il va donner, ses collections sont maintenant abritées dans ce musée Victor Balaguer à Villanueva-la-Geltrú, qui est ce musée pseudo-égyptien ici, avec cette très belle bibliothèque. Et au musée de Villanueva-la-Geltrú, j'ai choisi ce petit tableau délicieux de Ricard Urgell. Ricard Urgell, c'est le fils d'un autre peintre qui s'appelle Modeste Urgell, qui est un maître qui a formé beaucoup de peintres du début du XXe siècle. C'est un petit tableau donc qui se trouve dans ce très joli bibliothèque-musée de Villanueva-la-Geltrú, où vous ne manquerez pas d'aller lorsque vous descendrez prendre les eaux dans le sud de la péninsule ibérique. Alors toujours dans ce
petit musée. Vous avez cette nature morte de Nonel. Nonel, c'est un compagnon de Picasso, du bateau Lavoir aussi, qui meurt malheureusement très jeune, qui avait une patte extraordinaire. Mais et il voisine avec Sounière, qui est aussi de la même génération, du même entourage. Évidemment, ce monsieur connaissait Cézanne, vous vous en doutez un petit peu, et il a donc produit dans son petit village de Sitges, aussi qui est très connu maintenant. Sitges, c'est une station balnéaire très connue, mais il y a deux grands artistes qui vivent là. Et dans ce musée à Sitges, vous avez un musée extraordinaire. Il y a le musée d'un peintre aussi, le musée Cauferrat, qui est le musée de Santiago Rusiñol, où vous voyez ici donc cet extraordinaire foisonnement de collections. Pour ceux qui aiment les collections, la Catalogne est un pays de rêve, des collectionneurs frénétiques et ravagés, on peut dire presque. Mais à côté de ça, un peintre de grande qualité, ce Santiago Rusiñol. J'ai triché un peu parce que ce tableau à droite, je suis allé le chercher dans une collection privée parce que c'est un portrait d'Éric Satie, et donc je l'ai rajouté ici pour... Voilà, ici c'est donc ce Santiago Rusiñol, donc le propriétaire de ce musée, le fondateur de ce musée. Donc, ces œuvres évoquent cette personnalité artistique de Santiago Rusiñol, qui a beaucoup vécu lui aussi à Montmartre. Ici, tous ces peintres. Anglada Camarasas, lui aussi, c'est un élève de Modeste Urgell, le père de celui de la dame grise de tout à l'heure. Et ici, je l'ai mis à côté de cet intérieur de Cauferrat, qui est de Miquel Utrillo, le fils de Maurice Utrillo, qui a joué un grand rôle aussi dans le développement de ces arts décoratifs à Sitges, au musée de Cauferrat et au musée Maricel, qui sont maintenant réunis. Maricel, c'est un musée qui a été fondé par un richissime Américain. Alors c'est admirable, évidemment. Vous comprenez pourquoi on aime les musées catalans. Donc voilà, quand vous vous baladez dans le musée, vous avez cette vue sur la mer par les fenêtres. Maricel, c'est un musée qui a été conçu par Charles Deering, qui était un industriel de l'agroalimentaire américain, qui a amassé des collections extraordinaires, qui sont maintenant à l'Art Institute à Chicago ou dans sa propriété de Floride, mais il a retiré en 21 ses collections de ce musée, mais il y a, voici ici donc Charles Deering par Casals. Vous voyez comment le portrait est sans grand intérêt. Ici, vous avez en haut Miguel Utrillo et Ramon Casas, et puis ici, vous avez donc par Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo. Donc tout ça pour vous donner l'idée de ce petit bouillon de culture du début du XXe siècle, où tous ces gens cohabitent à Paris et puis à Barcelone. Ici, Sitges. Sitges, Sounière est de Sitges, Santiago Rusiñol est de Sitges, et ils attirent ce collectionneur américain, Charles Deering. Voilà pourquoi je voulais vous amener ici. Rassurez-vous, on est presque à la fin, mais parce que Miquel Utrillo, il avait repéré un décorateur qui lui plaisait beaucoup, qui s'appelle José Maria Sert. Et il a fait peindre par José Maria Sert le vestibule de Palais Maricel, qui est un ancien établissement hospitalier du Moyen-Âge qui a été très très restauré. Et c'est une des peintures les plus extraordinaires de Sert que je connaisse. Elle n'est pas en très bon état, elle n'est pas très bien exposée. Quand j'y suis allé, elle était très difficile à photographier parce qu'il y avait une expo, on avait mis des affiches dessus, enfin. Mais on voit on est là dans les années 20, dans la fin on voit deux magiciens de part et d'autre. Ça, c'est la porte qui donne sur la petite place de Maricel. Les seuls éléments colorés qui font jaillir de leurs baguettes des évocations de la guerre de 14. Ces évocations de la guerre de 14, elles sont terrifiantes ou quelquefois plus anecdotiques, comme il y a en particulier une théorie de petites voitures automobiles c'est le convoi que Misia Sert avait organisé pour aller sauver les poilus. Eh bien, donc on a à la fois là, on a un décor extraordinaire qui se trouve, et Sert, qui est-ce? Sert, c'est le grand décorateur du Palais de la Société des Nations, de toute l'aristocratie, la jet set internationale, donc
Vous avez au musée Carnavalet à Paris les grandes décorations de grand hôtel parisien de Certes. Vous aviez aussi les Certes de la fondation Singer Polignac, donc tout ça. Et ce décor, il travaillait beaucoup à partir de maquettes. C'est une petite maquette de cercle qui est au Musée national d'art de Catalogne et qui avait été réalisée pour le décor de la Tate Gallery de Londres, d'un escalier, qui évoque ce peintre donc extraordinaire de la Catalogne du début du XXe siècle. J'ai même rajouté ici sa tombe sur laquelle on était allé se recueillir avec quelques amis dont certains sont présents dans la salle à la cathédrale de Vic. Et ici, musée d'art moderne de Tarragone, avec ce grand monument ici de Julio Antonio, qui est un élève de Miquel Blay. C'est un monument anti-français, c'est les victimes du siège de Tarragone par les troupes françaises au début du XIXe siècle. Il a été placé là pour le centenaire de la bataille de Tarragone en 1911. Et là, on entre déjà dans le style art déco qui nous amène à ces dernières images. Et on passera très vite là-dessus parce que à partir de l'art déco, il y a encore des gens qui s'intéressent à la production artistique, mais bon, je les laisse. Voilà. Alors, il y a bien sûr des figures incontournables. Salvador Dali, un grand artiste sans doute, avec le portrait de Mae West du musée de Figueres, que vous voyez ici. Sur Salvador Dali, je ne vais pas en parler, vous le connaissez tous aussi bien que moi, vous savez tout ce qu'il doit à la France, à Dada, etc. Un autre illustre inconnu, Pablo Picasso, lui il n'était pas du tout catalan, mais comme il est passé en Catalogne, les Catalans qui ne manquent jamais une occasion ont fait un musée Picasso, où ils ont beaucoup d'œuvres de Picasso, presque toutes de la même période des années 50, et simplement, j'ai ici l'inscription, le musée Picasso, inauguré en 1963, révèle aussi son lien étroit avec Barcelone, un lien étroit et inséparable, forgé dans son adolescence et jeunesse, et qui va prolonger jusqu'à sa mort. Donc, on a cette revendication catalane d'un artiste qui n'est pas du tout catalan. Hein. Il est né à Malaga, il est mort donc voilà, c'est un artiste international, mais on voit comment l'art catalan se forge depuis Taoul en accueillant des artistes venus d'ailleurs. Et je termine sur cette image, je vois Marie-Claire est un peu inquiète en se disant jusqu'où il va aller. Non, jusqu'où il va aller. L'art catalan, alors c'est 3 images. À gauche de l'écran, donc une image de l'intérieur de la fondation Tapies, qui est un bâtiment magnifique à Barcelone, qui se trouve dans le quartier de Gracia, qui est donc un quartier très chic, très élégant. C'est une ancienne imprimerie ou maison d'édition qui a été dont l'architecture a été réalisée par Domènech i Muntaner, qui est un grand architecte du début du siècle, et qui a été réutilisée par Tapies, qui est devenu un artiste extrêmement connu du point de vue international et très riche. Donc il a créé là une fondation où on a de ses œuvres. Les unes sont magnifiques, d'autres un peu plus douteuses, mais bon voilà, c'est ce qui nous conduit. L'art catalan reste la production artistique catalane reste accrochée pour le meilleur et pour le pire au courant artistique européen. Donc il y a Tapies qui a produit une œuvre admirable, parce que c'est entre l'abstraction et le début de l'arte povera, qui est vraiment une création. Tapies, il y a personne qui fait ce qu'il fait avant lui, et après il y en a beaucoup. Donc il joue un rôle important, même si évidemment il est inspiré, il a Dada avec lui et tout ça dans ses bagages. Et puis à droite, j'ai terminé par un illustrateur inconnu qui expose dans un petit espace qui est dédié à l'art contemporain au cœur même de Barcelone, dans les bâtiments de l'ancien hôpital de la Sainte-Croix, où vous avez cette installation admirable avec quelques petites pommes de terre qui sont associées à un élément, un petit processeur électronique qui est là et qui nous interroge sur le devenir de cet art catalan qui existe maintenant, vous en êtes
persuadé. Merci.